Le Kenya, un nom qui fait rêver des millions de touristes à la recherche de safaris inoubliables et de paysages à couper le souffle. Une nation qui se présente au monde comme un havre d'hospitalité et de traditions ancestrales. Mais comme souvent en Afrique, la réalité est bien plus complexe et fascinante que les cartes postales. Ici, au cœur de certaines communautés, se perpétue une tradition matrimoniale si surprenante qu'elle défie toutes nos conceptions occidentales. Aujourd'hui, nous levons le voile sur un secret bien gardé. L'histoire de ces femmes kenyanes qui, pour assurer leur héritage et leur statut, épousent d'autres femmes. Pour comprendre cette pratique, il faut d'abord saisir le contexte. Le Kenya n'est pas un bloc monolithique. C'est une mosaïque de plus de 40 ethnies, chacune avec ses propres codes et coutumes. Parmi les plus influentes, on trouve les Kikuyu, l'ethnie majoritaire, souvent considérée comme la colonne vertébrale économique du pays, et les Maasai, peut-être les plus emblématiques, ces guerriers semi-nomades reconnaissables à leurs robes rouges, gardiens d'une culture pastorale fière et farouchement indépendante. Dans ces sociétés, souvent perçues de l'extérieur comme très patriarcales, la richesse et le statut social ne se mesurent pas seulement à l'argent. Ils se mesurent en bétail, en terre et surtout en lignage. Avoir une descendance, et particulièrement des fils, pour hériter de votre nom et de vos biens, est une question de survie sociale et économique. C'est dans ce terreau, où la pression pour perpétuer la lignée est immense, qu'a germé une institution unique, le mariage entre femmes. Imaginez une femme. Elle est respectée. Elle a travaillé dur toute sa vie. Elle peut être veuve, ou stérile, ou simplement sans fils. Dans le système traditionnel, à la mort de son mari, tout ce pourquoi elle a œuvré, ses terres, son bétail, risque de revenir à la famille de son époux, la laissant dans une précarité absolue. Elle disparaîtrait socialement. La dot, ou lobola, est une pierre angulaire de ces sociétés. C'est le prix payé par la famille du marié à celle de la mariée. Il scelle l'alliance entre deux familles et transfère symboliquement les droits sur les enfants à venir vers le lignage du père. Sans mari ni fils, une femme est exclue de ce système crucial. C'est là qu'intervient une pratique connue sous le nom de Nyumba Mboke, chez les Kikuyu, ou des termes équivalents ailleurs. Littéralement, cela peut se traduire par « maison d'accueil » ou « mettre une maison en ordre ». Face à cette impasse, la tradition offre une échappatoire surprenante. Cette femme, que nous appellerons l'époux, va elle-même payer une dot pour épouser une femme plus jeune. C'est une institution socio-économique ingénieuse, un stratagème au sein même du système patriarcal pour en contourner les limites. Le processus est strict et codifié. La femme époux, souvent déjà avancée en âge, choisit une jeune femme. Elle paie la dot à sa famille, comme n'importe quel prétendant masculin. Une cérémonie a lieu et la jeune femme rejoint son foyer. Quels sont les rôles? La femme époux endosse le statut social de patriarche. Elle est le chef de famille, prend les décisions économiques et gère les biens. La femme épousée, elle, a pour rôle principal de donner naissance à des héritiers. Pour cela, un homme est choisi, souvent un parent de leur époux ou un ami, pour engendrer les enfants. Ces enfants appartiennent légalement et socialement à la femme époux et perpétuent le nom de son défunt mari. Pour elle, c'est l'ascension sociale ultime. Elle acquiert le prestige d'un homme et sauvegarde son héritage. Cette tradition est un véritable paradoxe et elle est loin de faire l'unanimité. D'un côté, les défenseurs y voient une forme d'émancipation féminine. Elle permet à une femme de prendre le contrôle de son destin économique dans un système qui ne lui laisse normalement aucune place. Elle évite la spoliation et la misère. C'est un pouvoir arraché de haute lutte. De l'autre côté, les détracteurs dénoncent une pratique archaïque et oppressive, surtout pour la jeune femme épousée. Certaines organisations y voient une violation des droits des femmes.
Ajoutez à cela un énorme malentendu culturel. Les militants LGBT occidentaux, en entendant mariage femme-femme, y projettent leur combat. Mais sur place, les concernées se définissent rarement comme lesbiennes. Elles agissent pour des raisons économiques et sociales, non par orientation sexuelle. Ce choc des perceptions ajoute à la complexité du débat. Comme le raconte une anthropologue dans ses travaux, j'ai rencontré Nazeriane, une femme Maasai époux. Elle m'a dit « Ces vaches étaient à mon mari. Maintenant, elles sont à moi. Sans fils, mon beau-frère les aurait toutes prises. Maintenant, j'ai une femme qui me donnera des fils, et mes vaches resteront dans ma maison. Aujourd'hui, cette pratique est en perte de vitesse. L'évangélisation, l'éducation, les lois nationales kenyanes sur le mariage et l'héritage et l'urbanisation grignotent peu à peu ces traditions. Elles persistent surtout dans les zones rurales reculées, dernier rempart d'un monde où la coutume prime parfois sur la loi moderne. Mais attendez, comment une femme peut donner des enfants à une autre femme? C'est bizarre. C'est la question centrale qui nous choque. Comment une femme peut-elle donner des enfants à une autre? La réponse est technique et se trouve dans les règles mêmes de la tradition. La femme plus âgée, l'époux, ne participe pas à la conception. Son rôle n'est pas biologique, il est social et économique. Voici comment cela fonctionne. La femme époux paie la dot et devient le chef de famille sociale. Elle est reconnue comme le pater familias. Les enfants qui naîtront de cette union sont légalement et socialement considérés comme les enfants de la femme époux. Ils portent le nom de son défunt mari. Ils hériteront de ses biens, terres, bétail. Il s'occupe d'elle dans sa vieillesse. La jeune femme qui a accouché est leur mère biologique, mais aux yeux de la communauté, leur mère sociale, celle qui compte pour la lignée, c'est la femme qui a payé la dot. Pour mieux comprendre, prenons cet exemple. Imaginez que la femme époux est une PDG qui doit absolument avoir un héritier pour que son entreprise, ses biens, ne reviennent pas à ses associés, la famille du mari. Elle embauche, en payant une dot, une jeune employée, la jeune femme, et délègue à un consultant externe, l'homme choisi, la tâche de former son successeur, l'enfant. L'enfant est l'héritier de la PDG, pas de l'employé ou du consultant. Alors, le Nyumba Mbok est-il une tradition libératrice ou oppressive? La réponse n'est pas binaire. C'est peut-être les deux à la fois. C'est le reflet d'un système qui accorde tant d'importance à la lignée mâle que certaines femmes sont contraintes de devenir symboliquement des hommes pour survivre. C'est une solution radicale à un problème créé par le patriarcat lui-même. Elle offre du pouvoir à une femme, mais parfois au détriment d'une autre. Cette pratique nous force à questionner nos propres jugements. Peut-on appliquer nos grilles de lecture occidentales et modernes à des traditions africaines millénaires? Le combat pour les droits des femmes prend-il toujours la même forme? Le Kenya, une fois de plus, nous montre que, entre l'ombre et la lumière, il existe une infinité de nuances. Cette tradition vous trouble-t-elle? La voyez-vous comme une aberration ou une forme d'intelligence sociale adaptative? Le débat est ouvert dans les commentaires. Dites-nous tout. Cette plongée dans les secrets du Kenya vous a plu? Likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.